Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pantin. Cahier des demandes et représentations des habitants des villages et paroisses de Pantin, près Paris. Étant d'une justice absolue pour la sûreté et tranquillité de tous les ordres de citoyens et les individus qui forment la nation, que leurs droits soient établis sur des bases durables et inébranlables, les 10 habitants demandent. Article 1er. Que les États généraux s'occupent avant tout d'établir une constitution permanente. Article 2. Afin que l'établissement de la Constitution ne puisse être éludé ni différé, qu'il ne soit accordé aucun secours pécuniaire, à titre d'emprunt, impôt ou à quelque autre titre et sous quelque dénomination que ce soit, avant que les droits de la nation ne soient constatés et la Constitution formée invariablement et solennellement proclamée. Article 3. Qu'à cet effet, il sera demandé et pris acte par les députés aux États généraux de la déclaration faite par Sa Majesté dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, du droit incontestable et imprescriptible appartenant et inhérent à la nation d'être gouvernée par ses délibérations durables et non par les conseils passagers de ses ministres. Article 4. Que la volonté générale d'une nation, formant et pouvant seule former la loi, le pouvoir législatif en entier, soit en matière d'emprunt, soit en matière d'impôt, soit en toute autre matière, appartenant par conséquent à la nation seule, à l'avenir, aucun acte public ne pourra et ne sera réputé, ni en acquérir le caractère, s'il n'est émané de la volonté des États généraux ou consenti par eux avant que d'être revêtu du sceau et de l'autorité royale. Article 5. Que les États généraux se rassemblent au moins tous les 3 ans, sans avoir besoin d'une nouvelle convocation, que l'arrêté qui en sera pris dans les 10 États généraux actuels. Article 6. Qu'il soit établi des États provinciaux, composés de membres librement élus, suivant des formes constantes, et dans lesquels le tiers-État soit égal en nombre au clergé et à la noblesse, lesquels États provinciaux dureront pendant l'intervalle des tenues d'États généraux et connaîtront de la répartition à faire dans chaque district des impôts établis par les États généraux. Qu'ensemble chaque district, composé des représentants des paroisses, procédera à une répartition qui fixera ce que chaque paroisse devra supporter et qu'enfin chaque paroisse répartira sa quote-part entre tous ses habitants. Article 7. Que le secret des lettres soit inviolable et qu'elles ne soient ni arrêtées ni décachetées à la poste. Article 8. Que la liberté individuelle des citoyens de tous les États soit assurée et forme une des lois constitutives de l'État, et qu'en conséquence, aucun citoyen français ne puisse être privé de sa liberté que par l'ordonnance de son juge naturel et compétent et conformément aux ordonnances, et dans les cas que par des raisons d'État ou pour la sûreté des familles, quelqu'un soit arrêté en vertu d'ordre du roi, qu'il soit remis dans les 24 heures entre les mains de la justice ordinaire pour être prononcé cessant istam à l'examen des causes de l'arrêt de sa personne, et ensuite instruit contre lui, s'il y a lieu, suivant les exigences des cas et la rigueur des ordonnances au sortir de ces causes, plus garants et responsables de la justice des ordres, solidairement avec ceux qui les auraient provoqués. Article 9. Que les ministres et leurs préposés soient et demeurent également responsables de leur gestion et en cas d'abus d'autorité ou tout autrement, qu'ils soient jugés par les tribunaux ordinaires, auxquels la connaissance des délits ministériels ne pourra être enlevée, sous quelque prétexte que ce soit. Article 10. Que les capitaineries soient supprimées et que les seigneurs soient tenus de s'abstenir de chasser dans aucune terre ensemencée, ni de les laisser battre et traverser par leurs gens, chiens et équipages, à peine de perte et de déchéance de leur chasse, indépendamment de l'obligation d'indemniser le propriétaire. Article 11. Que les privilèges pécuniaires tant des nobles que du clergé et des bourgeois de Paris pour leurs maisons, jardins, clos, bois, parcs et terres soient également supprimés. Article 12. Que la culture, l'industrie, les arts et le commerce étant les principales richesses de l'État, ils doivent être encouragés et soutenus par la suppression et l'abolition de tous les privilèges exclusifs. Article 13. Qu'en réformant les lois sociales et criminelles, les formes et les longueurs de la procédure, la loi ne fasse aucune distinction d'ordre, de rang ni qualité
pour la punition des crimes et que la peine soit égale et commune entre les trois ordres. Article 14. Qu'il soit établi des travaux publics, notamment dans l'hiver et les années de calamité, où tous les pauvres en état de travailler soient admis et où ils puissent trouver un salaire proportionné au prix des denrées de première nécessité. Article 15. Que toutes les loteries soient supprimées et abolies à jamais, comme étant un impôt indirect et onéreux pour les peuples, et d'ailleurs dangereux pour les mœurs, la ruine des familles, et devenant souvent la source des délits et même des crimes. Article 16. Que la manière actuelle de composer les milices soit supprimée comme frappant uniquement sur les habitants des campagnes qui devraient être ménagés et qu'elle soit remplacée par une milice nationale composée dans chaque province et par son administration particulière d'hommes volontaires et libres qui seront entretenus aux frais de chaque province. Article 17. Que les corvées et les services personnels soient supprimés et convertis en prestations pécuniaires qui feront partie de l'impôt tant réel que personnel, que les États généraux consentiront ou adopteront. Article 18. Qu'à l'avenir, l'impôt soit payé également par le clergé, la noblesse et le tiers-État, sans distinction de rang, d'ordre ni distinction. Article 19. Qu'il ne soit perçu aucun impôt ou contribution, ni réel ni personnel, ni sur les consommations, qu'il n'ait été octroyé et consenti librement et volontairement par les États généraux. Article 20. Que la taille, les accessoires, les droits de banlieue, plats pays, d'aide sur le vin, le bois et les autres denrées soient supprimés, sauf à faire payer chacun également, à raison simplement de la propriété et non de la location ni de l'industrie, l'impôt qui sera adopté et avoué par les États généraux sur tous les biens fonds, et à payer un impôt personnel pour tous ceux qui, ne possédant aucun fonds, sont simplement locataires ou fermiers. Article 21. Que les impôts extraordinaires ne dureront et ne seront perçus que pendant le temps pour lequel ils auront été établis et non au-delà. Article 22. Que l'impôt soit perçu sans rigueur et au moindre frais possible. Article 23. Qu'aucun individu ne puisse être jugé que par les lois et par les juges légaux reconnus, avoués et établis par les États généraux, sans que les dits juges puissent modifier ni interpréter les lois, ni les causes être évoquées pour aucun motif. Article 24. Que le pain et la viande seront fixés à un taux où le pauvre puisse atteindre, à moins qu'il ne soit notoire que les récoltes ont entièrement manqué et qu'il y ait disette de grains, fourrages et bestiaux. À effet de quoi, le prix du pain et de la viande ne sera plus à l'arbitraire du boulanger et du boucher, mais sera fait par les officiers de police, en pleine audience, tous les 8 jours, eu égard au prix courant du marché le plus voisin, et qu'à l'avenir, il sera permis à plusieurs bouchers de s'établir librement et sans aucun obstacle dans le village très peuplé de Pantin, afin d'y proscrire à jamais le brigandage du privilège exclusif, qui aujourd'hui met l'unique boucher qui existe dans ce lieu à portée d'y faire la loi aux habitants qui ne sont pas fournis comme ils le devraient être. Que le parcours et pâturage dont les bouchers de Paris font usage dans toute l'étendue de la banlieue de Paris, et notamment sur le terroir de Pantin, sera supprimé comme onéreux à tous les habitants de la Parize de Pantin, et notamment aux laboureurs et fermiers, en ce que les bestiaux que les bouchers envoient pâturer sont presque toujours atteints d'une maladie contagieuse, nommée le claveau, et qu'en parcourant tout le territoire, ils communiquent cette maladie pestilentielle aux troupeaux des habitants de la Parize de Pantin, ce qui leur devient très préjudiciable, ainsi qu'à toute la Parize, et même aux habitants des villages voisins. Que dans le cas où cet usage exorbitant du droit commun ne pourrait être supprimé en totalité à cause de la faveur due à l'approvisionnement de la capitale, les habitants de Pantin demandent à être cantonnés en proportion de leurs propriétés et fermages et qu'il soit fait défense aux bouchers de Paris d'envoyer et laisser paître leurs bêtes à laine sur les cantons qui seront réservés aux habitants de Pantin. Article 26. Les habitants de Pantin forment la demande suivante qu'il a déjà été dans plusieurs cahiers imprimés de différents bailliages, savoir que la quantité excessive des pigeons des colombiers soit réduite aux 3/4. Article 27. Que les transports et passages des boues et immondices de la ville de Paris n'auraient jamais lieu dans le village de Pantin que depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, pour éviter la puanteur et les exhalations dont le village a été incommodé devant,
Que de plus, il sera permis aux habitants du dit village de Pantin d'user comme ci-devant du droit de prendre gratuitement et sans aucun frais les dites immondices qui se déposent journalement dans les voiries voisines, appelées les fosses de Montfaucon, ainsi que les matières fécales pour l'engrais de leurs terres, n'en avant pas d'autres, et qu'il soit fait défense à la police de Paris et à ses suppôts et à toute compagnie et entrepreneur de convertir ces matières en poudre, attendu qu'elles perdent leur force et n'ont plus effet pour les engrais, comme aussi qu'il soit fait défense de rien exiger aux habitants pour l'usage des dites matières, ni de les empêcher d'en tirer et de prendre comme par le passé, tant qu'ils en auront besoin pour l'engrais de leurs terres, à peine d'exaction aux offres que font les habitants de dégager les dites voiries, ainsi que par le passé, lorsqu'elles se trouveront engorgées. Article 28. Que l'administration soit tenue de faire réparer et de continuer l'entretien du chemin qui conduit de Pantin à Bagnolet par la rue de Montreuil, lequel est reconnu à la charge du roi, étant porté sur l'état de l'entrepreneur du pavé de Paris. Article 29. Que le cahier imprimé des doléances des paroisses de Passy, Vaugirard, Châtillon, Boulogne, Issy, Auteuil, Arcueil, Vanves, Ivry, La Villette, Villiers-la-Garenne, Montmartre, Belleville, Charenton, Pantin, Clichy, Aubervilliers, la chapelle Saint-Denis, signé des syndics des dites paroisses, intitulé « Mémoire pour servir à la confection des cahiers de doléances des habitants de la banlieue de Paris », commençant par « La règle primitive de l'Assemblée des subsides » et finissant par « Venir au secours des victimes de l'oppression », signé d'Arrigan, avocat, suivi d'un tableau en 10 pages d'impression, sera remise à monsieur le comte de Sannois, seigneur de ce lieu, le 24 de ce mois, à l'effet de faire passer le dit mémoire imprimé aux députés qui seront nommés aux États généraux pour prouver à cette auguste assemblée à quels excès les fermiers généraux, par leur brigandage et leurs suppôts, ont exercé par le passé sur les habitants de la banlieue de Paris à plusieurs égards, et notamment ceux de Pantin. Fait et arrêté en l'assemblée des 10 habitants du village de Pantin, tenu par devant nous Philippe-Louis de Singly, juge civil et criminel de police du bailliage et seigneur de Pantin, ce aujourd'hui 15 avril 1789. Signé Louis Coleman, Bardou, Saguet, Poulard, Tiffane, Grangelet, Mélia, Lecointe, Jacob, Louvier, Testu, Pamasset, Cosette, Damour, Laune, Déhaé, de Singly. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide de structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée « gros du curé ». Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre.
Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxes payées au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.